Oui, donc merci Laura et bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous. Avec Sarah et Laura, donc nous travaillons pour l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui est une association donc qui travaille sur l'innovation sociale, sur le handicap, mais également sur d'autres thématiques telles que l'insertion professionnelle, le logement, l'alimentation ou le numérique. Et on s'est intéressé donc depuis assez longtemps sur cette question du numérique et du handicap, notamment à travers une étude qu'on avait menée avant la crise sanitaire, donc en 2018, sur la thématique du numérique et du handicap. Donc c'était une étude qui était déjà à l'époque financée par le FPHFP, qui envisageait de voir le numérique comme une opportunité et non pas une contrainte, et donc d'étudier toutes les difficultés qui pouvaient être levées pour faire véritablement du numérique une opportunité pour les personnes en situation de handicap. Ça a donné lieu à la création d'un guide avec un certain nombre de fiches pratiques qui permettaient de pouvoir apporter des solutions et de lister les opportunités en fonction du type de handicap des personnes. En 2020, la crise sanitaire est arrivée, avec elle le confinement, le télétravail, et donc on a voulu en savoir un peu plus sur ce qui avait changé durant cette période, et notamment sur la question du télétravail. Donc avec le FPHFP, la GFIP et la CNSA qui interviendront tout à l'heure, on a décidé de donc lancer une étude sur le télétravail et le handicap. Donc, cette étude, elle a pris différentes formes. Elle a pris la forme d'une enquête, tout d'abord, auprès des personnes qui télétravaillent, auprès de leurs employeurs, également auprès de professionnels qui accompagnent les personnes travailleuses en situation de handicap, dans l'emploi, dans le maintien dans l'emploi, et puis plus globalement dans l'accompagnement au travail. Et puis, donc, il y a eu une première, il y a eu 3 enquêtes, pour les personnes en télétravail, les employeurs et les professionnels accompagnants. Il y a eu également des entretiens individuels avec une série d'acteurs pour arriver à creuser, en savoir un petit peu plus sur ce qu'était le télétravail aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap. Et ça nous a permis donc de produire un premier document qui est déjà disponible sur le site de l'ANSA, qui s'appelle Regard croisé sur le télétravail des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un document qui a été diffusé dès hier, pour vous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments qui vous seront présentés juste dans la foulée par Laura et Sarah. Ensuite, on a travaillé sur ce qu'on appelle des labos de l'ANSA, qui visent à mélanger donc à la fois des personnes concernées, des associations, des professionnels, des institutions, pour déterminer des solutions, pour aller un petit peu plus loin. Et donc, ce travail nous a permis de produire un document qui n'est pas encore sorti, mais qui va être publié donc à l'occasion de ce webinaire, qui s'intitule Principes partagés sur la mise en œuvre du télétravail. Donc, ça permet de positionner un certain nombre de fiches pratiques qui faciliteront, on espère, le télétravail pour les personnes en situation de handicap, mais également pour leurs employeurs ou les personnes qui les accompagnent. Voilà. Donc, il y aura plusieurs temps sur ce webinaire. Il y aura un temps où on vous présentera les éléments du rapport. On laissera la parole également à nos partenaires pour qu'ils puissent s'exprimer sur l'importance de ce sujet-là pour eux. Et ensuite, on présentera les différentes, le contenu du recueil de principes partagés, avant de laisser la parole à deux participants qui ont contribué à cette production à l'occasion du labo. Donc, ça durera environ 1 heure. On espère que ce sera assez dynamique et assez varié. Surtout que vous en ressortirez avec quelques informations et l'envie d'en savoir plus à travers les différents documents qui ont été produits. Voilà. Et je vais donc laisser tout de suite la parole à Laura et Sarah qui vont vous présenter la synthèse en quelques minutes du rapport Regard croisé. Merci Simon. Alors que, comme on le disait, si vous étiez destinataire de nos récentes communications, vous avez pu recevoir le lien vers l'article du site internet de l'ANSA dans lequel le rapport Regard croisé sur le télétravail de personnes en situation de handicap est téléchargeable à la fois dans une version PDF mais aussi dans une version Word. Et donc, à l'occasion de ce webinaire, nous tenions à vous partager quelques enseignements qui ont été confirmés ou qui nous auraient surpris en menant cette étude. Donc, on va peut-être vous resituer un petit peu ce travail. Nous poursuivions 2 objectifs principaux avec ce rapport. À la fois, consolider des points de vue et des témoignages de personnes en situation de handicap qui télétravaillent,
d'employeurs, mais aussi des professionnels de l'accompagnement sur le télétravail, sa mise en place, mais aussi de partager de premières recommandations générales qui nous auraient été partagées par ces personnes. Donc pour cela, comme le disait Simon, on s'est basé à la fois sur une analyse documentaire. Donc vous pouvez vous en douter, dans les travaux qu'on a pu recueillir, on a peu associé la question du télétravail avec celle du handicap. Donc c'est tout notre étude et pourquoi on se réunit aujourd'hui. Et on s'est aussi basé sur effectivement l'analyse des enquêtes en ligne, les labos télétravail et handicap que nous avons animés et d'entretiens complémentaires individuels ou collectifs. Donc, avant de vous présenter les enseignements, on souhaitait vous partager d'abord plusieurs éléments qui sont à prendre en compte à la lecture du rapport, afin notamment de contextualiser les enseignements qu'on va vous présenter. Donc, le premier élément à prendre en compte, il concerne l'incidence de la crise sanitaire et sociale liée à l'épidémie de Covid-19, qui a engendré une mise en place rapide du télétravail, souvent dans l'urgence, et qui n'a pas permis du coup de penser les conditions de télétravail en amont de sa mise en œuvre, et peut-être encore moins de prêter véritablement attention aux besoins des personnes en situation de handicap. Le deuxième élément qui est à prendre en compte, il concerne le profil des répondants aux enquêtes que vient de citer Laura, qui peut expliquer voilà, certains enseignements qui sont présentés dans le rapport. D'une part, au niveau des travailleurs qui ont participé, des télétravailleurs qui ont participé à l'enquête, on compte notamment parmi les répondants une majorité de personnes avec des handicaps sensoriels ou ayant des maladies chroniques invalidantes. Voilà, donc c'est un point à avoir en tête à la lecture des différents constats. Et par ailleurs, la moitié des répondants qui ont participé à l'enquête travaillent dans la fonction publique et on a donc une surreprésentation de cette catégorie parmi les répondants. Idem du côté des employeurs, des référents handicap et des managers qui ont participé à l'étude. Donc, on a une surreprésentation des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Et enfin, parmi les professionnels de l'accompagnement qui ont participé, on a plus de la moitié d'entre eux qui affirmaient avoir déjà accompagné des personnes en situation de handicap autour de la question du télétravail avant la crise sanitaire. Donc, on a une majorité de répondants pour qui l'accompagnement au télétravail n'était pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui a pu voilà, influencer aussi les résultats dressés dans l'étude. Et si vous voulez plus d'informations, que ce soit sur le profil des répondants ou même sur les constats de ce rapport, vous retrouvez donc le lien dans le chat et on vous avait aussi ajouté dans le support fil rouge adressé avec l'invitation le détail des répondants. Donc alors on tire plusieurs enseignements de cette étude. Donc d'abord, il a été confirmé qu'avant la crise sanitaire, le télétravail avait déjà été une modalité d'aménagement du poste de travail et permettait de travailler pour un certain nombre de personnes dans de meilleures conditions. Donc, selon les répondants, plusieurs bénéfices étaient apportés. Donc, on nous a parlé de réduction de la fatigue ou encore d'une meilleure coordination avec les temps de soins. Autre enseignement, même si le télétravail restait à l'époque de nos enquêtes peu encadrées, on observe aujourd'hui une augmentation des accords, des chartes ou des avenants au contrat de travail qui encadrent le télétravail au mieux. Et donc, cette tendance, bien sûr, ne devrait pas impacter, ou en tout cas ne doit pas impacter l'avantage du télétravail qui est la flexibilité, qui est une condition de réussite largement partagée par les répondants à notre enquête. Et enfin, sans vous l'apprendre, l'étude démontre que le télétravail s'ancre dans nos modalités de travail. Donc, il y a 2/3 des télétravailleurs interrogés qui ont déclaré vouloir poursuivre de manière régulière et importante le télétravail. Ce sont aussi des résultats similaires de l'enquête AGFIP-IFOP, puisque 2/3 également des répondants à cette enquête déclaraient être favorables à la poursuite du télétravail. Donc, on voit bien que le télétravail s'ancre dans nos modalités de travail aujourd'hui. On a aussi quelques enseignements qui nous ont un peu plus surpris. Donc, le premier, c'est notamment que l'étude révèle que 2/3 des personnes en situation de handicap déclarent qu'il sera plus facile, selon elles, de négocier le recours au télétravail avec leur employeur après la crise sanitaire. Et ce qui nous a un peu plus surpris, c'est que les employeurs et les professionnels partagent ce constat, mais qui sont encore plus positifs que les télétravailleurs, puisque 86% des employeurs et 91% des professionnels de l'accompagnement pensent qu'il sera plus facile de négocier le recours au télétravail. Voilà, sachant que c'est
enseignement aussi un peu à nuancer, puisque plusieurs participants à l'étude nous ont, quant à eux, partagé leurs difficultés à faire reconnaître le télétravail comme un aménagement de poste pertinent. Voilà, ce qui souligne qu'il reste quand même une marge de progression importante autour de la sensibilisation des employeurs. Et le deuxième enseignement qui nous a surpris porte sur le fait que les principales conditions de réussite qui ont été citées pour faciliter le télétravail sont les mêmes selon que les répondants aient été des personnes en situation de handicap, des employeurs ou des professionnels de l'accompagnement. Et donc, la première condition de réussite que toutes ces personnes identifient porte sur la nécessité d'avoir des outils numériques disponibles et adaptés. Donc, c'est quelque chose qui suppose une connexion Internet stable, des outils performants, mais voilà, surtout d'avoir des outils adaptés en fonction de certaines difficultés liées au handicap. La deuxième condition de réussite, elle concerne la nécessité, pour que le travail soit adapté, d'avoir un environnement physique de travail adapté avec, voilà, on rappelle des modalités qui existent pour pouvoir aménager un poste de manière ergonomique et adapté aux besoins des personnes. Et enfin, les répondants aux enquêtes mettent en avant une troisième condition de réussite pour une mise en œuvre du travail facilité. Il s'agit de la question de la confiance de l'employeur ou du manager vis-à-vis du salarié ou de l'agent en télétravail. Voilà, qui souligne bien qu'au-delà même des aménagements techniques qui sont essentiels pour faciliter le télétravail, la confiance de l'employeur vis-à-vis des employés, elle est vraiment primordiale pour que le télétravail il se passe dans des conditions optimales et qu'il soit profitable aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Et enfin, le dernier enseignement que l'on veut vous partager, c'est celui qui nous a peut-être le plus marqué. Lorsque des difficultés se présentent en télétravail, les solutions peuvent manquer. Donc, près de 80% des personnes qui ont déclaré lors des enquêtes avoir rencontré des difficultés estimaient que peu, voire pas de réponse, pas de solution ont été trouvées. Donc, bien que des habitudes se soient créées, il y a encore des progrès significatifs à faire pour que les personnes puissent continuer à télétravailler, que ce soit les personnes qui souhaitent télétravailler comme les personnes qui sont contraintes actuellement de le faire en raison du contexte actuel. Donc, il s'agit d'accompagner les personnes et leurs employeurs dans la mise en place du télétravail. C'est un sujet important qui est partagé aussi par nos partenaires et je vais laisser la parole à Simon pour cette deuxième séquence. Merci Laura. Et bien sûr, vous retrouverez donc en détail l'ensemble des informations qui ont été ébauchées ici, mais donc pour pouvoir avoir véritablement beaucoup plus d'informations, toutes les infos sont dans le rapport donc, qui est d'ores et déjà publié. Donc, on voulait effectivement donc, donner la parole à nos partenaires pour qu'ils puissent un peu nous faire part de leur regard sur le télétravail des situations de handicap. Et donc, on voulait donc, tout de suite accueillir Didier Sartier, donc directeur général du DHFP, et puis Nicolas Pazol de la CNSA. Voilà, merci. On vous voit, je pense, maintenant tous les deux, Didier et Nicolas. La question est assez simple et on va peut-être commencer par vous, Didier. Pourquoi est-ce que ce sujet est important aujourd'hui pour la GFIP? Pourquoi est-ce que vous souhaitiez vous engager dans cette réflexion? D'ailleurs, je crois que votre micro n'est pas activé. Voilà. Excusez-moi. Bon, merci Simon. Alors, déjà, juste une petite confusion. Vous êtes dit directeur général du FIP, non, de la GFIP. Bon, c'est pas très grave. Je suis très ému, c'est pour ça. Ça doit être ça. Alors d'abord, je voudrais vraiment aussi remercier pour ces travaux qui permettent d'ailleurs d'engager différentes parties prenantes sur ce sujet essentiel des organisations du travail et pour les personnes en situation de handicap, avec cette coopération avec la CNSA, nous-mêmes, le FIP, et en lien avec le CNCPH, que j'aurais souligné, et je voudrais souligner son engagement et qui a apporté une contribution importante dans ce travail. Alors, on le sait, hein, l'expérimentation grandeur nature qui a été faite par tous, hein, par le télétravail contraint pendant la période précédente, a bien montré que c'est porteur d'opportunités nouvelles de manière forte et c'était déjà, d'ailleurs l'enquête montre que c'était aussi porteur d'opportunités en amont, mais finalement ça a permis de mettre beaucoup plus en valeur pour tout le monde, mais notamment pour les personnes en situation de handicap, cette situation.
pour notamment, comme ça a été vu, mieux concilier temps de vie professionnelle, vie et besoins personnels. Je vais dire comme ça que finalement, on le voit, ça peut permettre de mieux répondre à des besoins personnels. Comme vous l'avez dit, dans l'enquête qu'on avait réalisée en 2020-2021 avec plus de 8000 personnes handicapées interrogées et répondant, 65% des répondants ont indiqué qu'ils étaient favorables au télétravail. C'était quand même un point important, 20 points de moins que la population générale, et à relier certainement avec les difficultés qui ont aussi été évoquées, puisqu'ils finalement ils étaient beaucoup plus réticents finalement que l'ensemble des télétravailleurs à finalement avoir un recours trop massif au télétravail, avec ce sujet de la faible adaptation des situations de travail. D'autres enquêtes ont montré d'ailleurs que même si les employeurs s'y intéressent, ils s'y intéressent peut-être pas assez à cette adaptation. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette enquête avec, pour un certain nombre de personnes, des difficultés avec des employeurs qui finalement montrent encore beaucoup de réticence, pas assez de confiance dans ce sujet-là. Mais aussi d'autres points, l'éloignement du collectif de travail qui est vrai pour tous, mais qui est aussi certainement vrai selon les types de handicap, parce qu'il faut parler des différents types de handicap. Et que ce point-là n'a pas pu être abordé complètement dans l'enquête par manque de répondants, hein, on le sait, mais qui mériterait de continuer d'être creusé. Et puis, on sait aussi que la période passée qu'on a vécue a pu avoir des impacts sur la santé des personnes en situation de handicap qu'il convient de rappeler. Et donc, ce sujet grandissant, que nous avons pris en compte dès 2020 avec nos mesures exceptionnelles pour accompagner salariés et employeurs, et qui a connu d'ailleurs, je rappelle aussi, un grand succès, beaucoup de demandes. Eh bien, aujourd'hui, il est question de pouvoir fournir davantage d'outillages, davantage d'éléments, à l'image de ce qu'a fait d'ailleurs le CNCPH pendant la crise, auquel nous étions associés pour finalement des indications qui avaient été mises en ligne sur le site du ministère du Travail, qui étaient déjà des éléments de réponse, certains éléments de réponse qu'on vient finalement compléter après cette enquête avec ce recueil qui est proposé de principes sur le télétravail. Néanmoins, avec le développement qui va certainement se faire dans les années à venir, il convient de continuer de réfléchir de manière générale, mais avec cette nouvelle modalité de travail, quasi nouvelle, de télétravail plus inclusif. Ça suppose justement de travailler aux organisations et au management du télétravail choisi, de la prise en compte de ces besoins spécifiques, d'aménagement, dans différents lieux, d'ailleurs des lieux nouveaux, quelque part, ou faiblement adressés à l'époque, et moins dans nos modèles, que sont l'espace personnel, qui peut se poser des difficultés particulières, y compris d'intervention de spécialistes, ou d'espaces de coworking qui ne sont plus les lieux de l'employeur, et donc qui nécessitent certainement peut-être de revoir aussi notre manière de penser les modes de travail. On est déjà, vous évoquiez finalement un mode de travail pendulaire entre plusieurs lieux. Eh bien, ça nécessite aussi pour nous de repenser l'aménagement de travail ou les aménagements de travail, et c'est sans surprise qu'aujourd'hui, nous sommes très sollicités en termes d'aménagement de travail avec finalement cette fort développement du télétravail. Il en va de la qualité et de la performance des personnes dans leur travail quotidien, au regard des compétences qu'elles détiennent, et il en va aussi de la qualité de vie en télétravail, qui est aussi un enjeu très fort. Voilà, donc des opportunités et néanmoins aussi des risques qu'il ne faut pas oublier. Et ce que ne montre pas complètement cette étude, certainement, c'est le fait que les différents types de handicap doivent, au regard des différents types de handicap, ce ne sont pas les mêmes opportunités, ce ne sont pas les mêmes risques. Donc, il faut aussi être attentif à cet élément-là dans nos réflexions à venir. Merci beaucoup pour votre intervention aussi synthétique que percutante. Merci. On vous présentera tout à l'heure rapidement la construction du recueil
principes partagés où on va retrouver effectivement des éléments assez génériques et puis des éléments qui sont quand même propres à certaines situations de handicap qui sont également présents. Nous accueillons maintenant donc, Nicolas Pazol, donc, chargé de mission scolarisation et insertion professionnelle à la CNSA. Nicolas, à vous la parole pour nous expliquer un petit peu pourquoi la CNSA s'intéresse à ce sujet tout particulièrement. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie accompagne à travers notamment sa direction scientifique et finance donc un certain nombre de projets en lien avec le champ de l'autonomie et particulièrement celui du handicap. Donc ça se fait à travers des appels à projets qui peuvent être thématiques ou plus généraux et qui sont quand même toujours en lien avec l'innovation et les transformations aussi sociétales qui viennent impacter le secteur large de l'autonomie. Et je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été bien rappelé aussi au début. On constate qu'avec le télétravail, on est bien avec une nouvelle réalité finalement et une modalité nouvelle et durable d'exercice d'une activité professionnelle pour les métiers concernés. Et donc, comme cela implique finalement un changement de société, la CNSA, évidemment, y est intéressée et vigilante. Et ce qu'il est intéressant de voir pour faire peut-être un parallèle, je le ferai aussi dans le champ des politiques de l'autonomie avec le virage domiciliaire qu'on constate et qu'on construit aussi. Alors là, peut-être plus sur un volet personnes âgées, mais tout ça pour dire que finalement, on voit que dans les années à venir aussi, le logement et le logement personnel va devenir un lieu central finalement où les personnes souhaitent vivre, souhaitent travailler aussi. L'étude montre aussi que quand même aujourd'hui, alors on verra aussi dans la durée comment cette perception du télétravail veut évoluer, mais on voit une certaine appétence et que les salariés finalement plébiscitent cette modalité. Et donc, ça, en termes de moyens d'aide qui peut être apportés aux personnes, ça recentre aussi un petit peu sur des aides qui peuvent être apportées donc, au logement aussi et faire en sorte que l'espace de vie des personnes soit le plus adapté pour permettre donc, de travailler à la personne de s'épanouir et de remplir ses obligations. Et je reviendrai peut-être rapidement sur 2 points qui ont été évoqués et qui me semblaient aussi importants. C'est celui d'abord du lien de confiance, effectivement, entre l'employé et l'employeur. Pour moi, c'est une question centrale quand on aborde le télétravail et de savoir effectivement comment on maintient ce lien, comment on rassure à la fois l'employé et l'employeur. Et je pense qu'une étude comme celle de l'ANSA ou sur laquelle on échange aujourd'hui, contribue et participe aussi à donner des informations, aussi à donner une vision un petit peu plus macro et finalement à aider les acteurs à mieux se positionner aussi dans ce contexte global. Donc, ça me semble tout à fait important et notamment aussi de pouvoir proposer des pistes et des principes qui visent justement à rassurer et à maintenir ce lien de confiance quand celui-ci, à l'approche de difficultés, peut être menacé. Et le deuxième point, c'est celui des professionnels de l'accompagnement. Donc, ça rejoint peut-être plus le cœur de métier aussi de la CNSA, ou en tout cas le volet peut-être médico-social, et notamment comment on accompagne ces professionnels à cette nouvelle façon de soutenir les personnes en situation de handicap ou les travailleurs en situation de handicap, que ce soit dans le cadre de l'emploi accompagné ou par exemple de mise à disposition des AT, qui à l'avenir, on pourrait l'imaginer, se passe aussi parfois en télétravail. Comment on forme ces professionnels à accompagner la personne sur un lieu de travail qui est maintenant le domicile? Comment on vise aussi à ce que les relations sociales, on voit souvent le travail aussi comme un vecteur principal de participation sociale de la personne, le fait que ça va la réinsérer, ce n'est pas les bons mots, mais lui permettre de s'impliquer davantage dans la vie en société, la vie sociale, et que justement, le télétravail vient un peu bouleverser tout cela.
mais que les liens sociaux vont perdurer et que justement, il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Donc voilà un petit peu les questions qui me traversaient que je voulais partager avec vous. Et en tout cas, un grand merci à l'ANSA et puis aussi à l'ensemble des participants à ces travaux pour leur contribution à travers les différents labos qui ont pu être menés, les enquêtes, bien évidemment. Et donc, voilà je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Avant de prendre donc, quelques questions-réponses, nous allons à présent laisser la parole donc, au FPHFP, donc avec Fabrice Goertz qui nous a rejoint également, voilà, ainsi que Caroline Mauvigné qui est ici. Voilà, c'est super. Donc, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui pour une intervention à 2 voix, je crois, donc avec Fabrice pour commencer. Et merci Simon. Donc effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Donc pour le contexte particulier de la fonction publique, tout l'enjeu, j'ai donc 2 réflexions. C'est que d'abord le télétravail était assez récent, en fait, assez récent dans la fonction publique, puisque les premières mises en place du télétravail datent d'à peine 10 ans. Et il y a quelques mois, en fait, on a eu le premier accord en fait, sur le télétravail pour toute la fonction publique. Qui a été obtenu à l'unanimité avec les partenaires sociaux. Et donc ça illustre déjà le phénomène d'accélération lié au contexte sanitaire et qui fait que dans ce contexte, tout le télétravail a toujours été, le handicap a toujours été pris en compte dans la mise en place du télétravail dans la fonction publique. Mais effectivement, dans ce phénomène-là d'accélération, il y a des enjeux effectivement de bonne prise en compte. Et donc, ça a été évoqué par M. Essartier, la notion de tiers-lieu, par exemple, elle est intégrée, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, il y a effectivement pas mal de questions sur la mise en œuvre de cet accord national. Et donc, il y aura besoin d'outils et d'accompagnement. Et puis, le deuxième point, le deuxième élément de réflexion que je souhaitais apporter, c'est que du coup, on va avoir un changement de culture, justement, dans l'administration. Et donc, là, on est un peu dans le mode de l'urgence. On parle de télétravail, mais souvent, parfois, le télétravail il a pu être mis en place de manière un petit peu bricolée. Et on peut comprendre qu'effectivement, pour les personnes en situation de handicap, il peut y avoir des craintes légitimes par rapport à la bonne prise en compte de leurs besoins légitimes de compensation. Et donc, pour moi, tout l'enjeu, c'est d'assurer justement ce passage de mode d'urgence vers un mode plus pérenne, où le télétravail est pleinement intégré à l'organisation du travail, où le télétravail ne doit pas être un frein, ni à l'insertion, ni au maintien dans l'emploi. Et il doit être aussi une solution. Et c'est dans ce contexte, en fait, que les employeurs ont besoin d'être accompagnés. Et donc, je laisse Caroline compléter sur ce volet-là. Donc, le FIP a toujours financé les employeurs pour accompagner les agents de la fonction publique pour le télétravail bien avant la crise et continue de le faire et va continuer à le faire. Et donc, ça s'inscrit, comme le disait Fabrice, dans un nouveau mode de travail et c'est une solution avant tout. On veut apporter une solution de compensation pour les personnes en situation de handicap afin qu'elles travaillent dans les meilleures conditions possibles en sachant qu'il y a à la fois l'espace personnel, l'espace du travail et le coworking aussi. Avec une opportunité d'aménagement qui sont vraiment essentielles pour que les personnes en situation de handicap se sentent à la fois entendues et aussi qu'il y ait une bonne relation entre employeurs et personnes en situation de handicap. Le FIP s'associe aussi au remerciement qui a été fait par la GFIP et le CNSA à vous, à l'ANSA, pour les travaux, pour cette méthodologie qui amène un travail collaboratif entre toutes les parties prenantes, les employeurs, les personnes concernées et les travailleurs, les accompagnateurs
les services d'accompagnement, pardon. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et surtout, merci pour votre intervention et merci pour avoir contribué aussi de manière très active aux travaux. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est de prendre quelques minutes pour des questions-réponses. On ne pourra malheureusement pas tout prendre en compte, mais il y a certaines réponses qui pourront être apportées peut-être dans la suite de la discussion et puis on espère dans le rapport. Sarah, est-ce que tu peux nous poser la première question? Notamment, je crois qu'il y avait une question sur la capacité à postuler en tant que télétravailleur sur un poste directement et pas forcément comme un aménagement du plan de travail. Oui, il y avait une question sur ce sujet avec notamment est-ce que… attendez, pardon, j'ai un bug d'écran. Les questions n'apparaissent plus. Ah oui, avec notamment la question de est-ce qu'il a été possible d'évaluer une différence d'opportunité entre justement les personnes qui souhaitent postuler à un emploi et qui demandent dès cette candidature de mettre en place du télétravail et le télétravail en tant qu'aménagement au courant de l'emploi. Voilà, sachant que nous, de notre côté, c'est un élément qu'on n'a pas forcément creusé dans le cadre de nos enquêtes, mais on a bien vu que c'était par contre un point important. Point très important, effectivement, pour envisager vraiment le télétravail comme une nouvelle forme de travail, même et directement dans ces conditions-là. Je ne sais pas si au niveau de l'AGEFIP ou du FPHFP, peut-être vous avez des exemples sur le sujet ou des choses que vous avez pu constater. Cette question de… Peut-être en repartant aussi des résultats de l'enquête qui montrent d'abord que malgré le fait qu'on soit à plus d'1 an, même presque 2 ans maintenant de télétravail, j'irais renforcé dans les organisations, l'enquête, et c'est peut-être un point qui est intéressant à noter, reste encore l'enquête montre que le télétravail reste encore un mode où on n'est pas totalement organisé dans toutes les entreprises. Alors, ça veut dire que on reste encore, finalement, c'est pas formalisé. Il y a encore un grand travail peut-être de travail, y compris de dialogue social sur le sujet à poursuivre. Ce qui montre d'ailleurs une forme et c'est d'ailleurs évoqué aussi dans cette enquête, que la confiance n'est pas encore complètement là, dans tous les sens, pour tout le monde, et que du coup, il y a possiblement ce genre de réaction de l'employeur qui consiste à dire « je sais le faire en maintien, je ne sais pas le faire à l'insertion, à l'embauche », alors que sur le fond, on embauche des compétences et sur le fond, on embauche une capacité de travail qui d'ailleurs, l'enquête le montre bien, entre, je dirais, on parle d'organisation du travail et pas de présentéisme. Et ceci, voilà, il y a encore beaucoup de mine de rien sur un nouveau mode de travail, beaucoup de travail à faire avec les employeurs et les managers pour expliquer ce que c'est que le télétravail. Merci beaucoup. Une autre réaction sur cette question-là? Oui. Sur le volet fonction publique, effectivement, je rejoins M. Essartier. En fait, il y a de la culture aussi. Voilà, on part de loin parfois. Et effectivement, par contre, pour les recrutements dans la fonction publique, puisque j'ai vu qu'il y avait un commentaire, il est pour l'instant effectivement très rare. Enfin, à ma connaissance, est plutôt recommandé. En fait, on ne recrute rarement directement avec un poste qui sera télétravaillé tout de suite. On va d'abord en fait, c'est une logique d'intégration au sein des équipes. Et puis, du coup, voilà, de dimensionnement du télétravail, en fait, et donc de toute la confiance, en fait, qui peuvent s'instituer entre le manager et le collaborateur. Donc, effectivement, ensuite, tout l'enjeu, selon moi, c'est que la mise en situation de télétravail peut intervenir très rapidement. On doit être en capacité de pouvoir l'intégrer rapidement. Mais c'est vrai que démarrer directement avec du télétravail, en tout cas sur la partie fonction publique, à ma connaissance, ce qu'on indiquera, c'est que le poste est télétravailleur. Donc aujourd'hui un peu compliqué, peut-être demain, avec ce travail de conviction et de confiance auprès des employeurs. Il y avait pas mal d'autres questions dont certaines trouvent leur réponse
un peu plus loin, j'irai dans les discussions, notamment à la question de l'isolement, par exemple, qui est beaucoup ressortie comme une difficulté à appréhender. Et la question des aides qui a été évoquée aussi, et quelles sont les aides disponibles. Et là, dans le rapport, on sait donc les liens, hein, des figures pour notamment découvrir les aides proposées par la GFIP, dont Didier Sartier faisait allusion tout à l'heure, et qui existent également au niveau du FIPHFP. Et voilà, d'autres points peut-être qui trouveront réponse dans la suite ou qui ont déjà trouvé réponse ici, puisque un certain nombre de questions sont résolues. Il y avait, je crois aussi donc, Véronique Bustrel, donc, directrice de l'innovation agile, qui avait levé la main. Je ne sais pas si Véronique peut prendre la parole en direct. Si, c'est bon, j'ai ouvert son micro a priori. Alors Véronique, vous nous entendez? Non, pas du tout, c'était une erreur de manipulation, mon cher Simon. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer donc à la deuxième partie de ce webinaire qui consiste à vous présenter finalement les grandes conclusions du recueil de pratiques, donc, qui est fait suite au labo. Donc, pour rappel, donc, on avait fait donc, un labo de l'ANSA qui rassemblait à la fois des professionnels, des personnes concernées, des associations, des télétravailleurs en situation de handicap, bien sûr, pour voir un petit peu quelles pistes de solutions on pouvait proposer. C'est un rapport qui va être disponible dès la fin de ce webinaire sur le lien qui vous a été communiqué hier, que vous avez normalement reçu, et qui présente à la fois un certain nombre de fiches assez génériques et des fiches qui sont plus spécifiques par rapport aux différentes situations de handicap. Alors, ce qu'il faut dire pour commencer, c'est que quand on a démarré cette étude, on s'attendait à trouver des points très spécifiques aux situations de handicap et on s'est rendu compte quand même qu'une grande partie des points qu'on avait pu remonter en termes de pratiques ou de bonnes pratiques ou de bons principes, c'était applicable en fait à tout le monde, et c'est souvent le cas quand on s'intéresse aux questions de handicap, c'est qu'on permet de détecter des solutions pour tout un chacun. Et donc, on a essayé de structurer un peu cette prise de parole, parce qu'on n'a que 10 minutes aujourd'hui. Donc, il y a évidemment le rapport apporte beaucoup plus, enfin, le recueil de principes apporte beaucoup plus d'informations. Mais on voulait structurer notre intervention en 3 points. Et c'est tout d'abord comment est-ce qu'on peut mieux encadrer le télétravail, comment est-ce qu'on peut mieux faire en sorte qu'il soit pris en compte au niveau des employeurs et puis que ce soit assez clair par rapport aux télétravailleurs. Ensuite, on aura un deuxième point plutôt sur la question de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employeur pour pouvoir faire en sorte que le télétravail se fasse dans de bonnes conditions pour tous. Et puis ensuite, on a un troisième point sur les questions d'adaptation qui sont plus propres aux situations de handicap, pour voir comment est-ce qu'on peut apporter des adaptations du poste, mais également des manières de travailler pour que le télétravail puisse bénéficier à toutes et à tous. Alors, pour dire un mot sur l'encadrement, Laura l'a précisé tout à l'heure, il y a des chartes qui se développent aujourd'hui, il y a des avenants au contrat de travail qui se mettent en place. Ça nous paraît effectivement vraiment important de pouvoir bien définir un cadre, donc un cadre qui va se mettre en place en cours d'emploi. Qui peut être soit qui s'applique à l'ensemble de l'employeur, ou alors qui va pouvoir s'appliquer plus au niveau de certains contrats de travail, et pourquoi pas donc des contrats de travail qui sont un peu adaptés, notamment avec plus de télétravail pour les personnes qui en ont besoin. Ce type de contrat peut aussi permettre de mettre en place ou de bien définir ce qui a été évoqué tout à l'heure comme le travail pendulaire, où on va pouvoir à un moment donné travailler à son domicile et puis travailler également chez l'employeur. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver un bon équilibre pour à la fois permettre à la personne de travailler dans de bonnes conditions grâce au télétravail, tout en maintenant le lien avec ses collègues et puis en ayant véritablement le sentiment de participer à la vie d'entreprise. Donc voilà, ça peut être une des solutions, mais on peut aussi envisager le télétravail comme quelque chose qui s'ancre dans le temps et pour peut-être des durées importantes, exclusivement en télétravail. Donc, il y a ces deux aspects-là à prendre en compte. Et puis, il y a un dernier point, c'est qu'il y a des personnes qui souhaitent faire du télétravail. Et donc, là, il s'agit de faire en sorte d'aménager leur poste du mieux possible. Il y a des personnes pour lesquelles le télétravail est imposé.
Et donc, là aussi, il faut arriver à proposer des solutions pour des personnes qui n'étaient pas forcément au départ clients pour du télétravail. Donc, on va voir tout de suite avec, peut-être Laura Sarah les 2 points suivants, qui sont comment est-ce qu'on peut mieux organiser le télétravail et puis comment est-ce qu'on peut mieux adapter le poste et l'environnement de travail pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, donc au-delà de la question de l'encadrement, le télétravail nécessite aussi d'être organisé. Donc, il s'agit vraiment de mettre en place les conditions pour permettre que le travail soit vécu comme quelque chose de positif par les personnes. Pendant la crise sanitaire, on a vu que le travail a pu se mettre en place dans l'urgence sans toujours être organisé et qu'il a pu justement être une source de difficultés pour les personnes du fait de ce manque d'anticipation et d'organisation. Et donc, pour éviter ce risque, plusieurs principes sont identifiés dans le guide, dans le recueil, pardon, notamment vis-à-vis d'une part des relations de travail. Donc, le recueil souligne notamment l'importance de maintenir le collectif de travail et du lien entre les salariés pour éviter d'aboutir au sentiment d'isolement que peuvent ressentir les personnes du fait du télétravail. Et c'est une question notamment qui a été posée dans le chat. Et préconisé, par exemple, dans le recueil, de maintenir des temps de convivialité et des espaces d'échange informels à distance, par exemple sur des temps de pause sur le temps de travail, pour pouvoir maintenir justement ce lien qui est très important et éviter le sentiment d'isolement des personnes. Il est également important de définir des règles pour bien distinguer la vie professionnelle de la vie personnelle, une frontière qui peut parfois s'avérer floue dans le cadre du télétravail. Et donc, il est important notamment de respecter et de faire respecter le droit à la déconnexion en étant attentif à la charge de travail de chacun, en faisant attention à ne pas programmer trop de réunions dans la même journée, et ni à des heures trop tardives, par exemple, et en étant aussi attentif à s'octroyer des temps de pause et à les faire respecter, d'une part pour aider les personnes à maintenir leur concentration, mais également pour pouvoir se déconnecter et dégager un peu une part de la charge mentale qui peut être liée au travail. Il est important également d'être attentif à ce que le télétravail ne soit pas un frein à la progression des carrières pour des personnes qui ont besoin de télétravailler de manière peut-être plus importante que les autres. Par exemple, pour les personnes qui doivent concilier les soins et le travail et pour qui le télétravail est aménagé, il ne faut pas que le télétravail et le fait de ne pas être en présentiel par rapport à d'autres collègues notamment soit quelque chose qui vienne freiner l'évolution de la carrière professionnelle. Et enfin, il est aussi nécessaire d'organiser le télétravail de façon à prévenir les problèmes de santé au travail, puisque tout comme en présentiel, le télétravail il présente des risques pour la santé, qu'il s'agisse de la santé physique ou psychique, et peut donc ajouter des difficultés aux personnes, y compris les personnes en situation de handicap. Le télétravail peut par exemple causer de la fatigue visuelle du fait d'une durée trop longue devant un écran, et il peut aussi être une source de stress et de mal-être au travail. Et il est donc important de l'organiser pour prévenir ces risques en prévoyant une installation adaptée, en maintenant les liens avec l'équipe, comme ça a été évoqué, en limitant le temps de travail et en formant et en sensibilisant aussi aux risques qui peuvent advenir en télétravail. Et enfin, le troisième axe d'action consistait à s'adapter. Donc là, on touche ici plus précisément à la question du handicap, ou plus précisément des handicaps et leur retentissement dans le quotidien en télétravail. Donc les solutions, elles sont toujours individuelles. C'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer aussi dans ce webinaire. Il s'agit en premier d'en parler avec les personnes directement concernées. Et dans un second temps, effectivement, si le besoin est ressenti, de faire intervenir des professionnels aux côtés des personnes. Et pour l'adaptation, on en distingue 2 types principalement. D'une part, les aménagements techniques. Donc, cela peut concerner, par exemple, des personnes avec des handicaps effectivement moteurs, visuels, auditifs, ou des personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs comme la dyslexie, par exemple. Donc là, il s'agit d'aménager le poste de travail de la personne et d'utiliser aussi des outils qui soient les plus inclusifs et accessibles possibles, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore aujourd'hui. Et d'autre part, c'était de pouvoir adapter les manières de travailler et de télétravailler, justement. Et à défaut d'avoir des outils parfaitement inclusifs, il faut pouvoir adapter la manière d'utiliser ces outils. On donne, par exemple, l'exemple des visioconférences, de pouvoir notamment prévoir un sous-titrage, de prévoir une interprétation, de pouvoir envoyer les documents en amont,
d'oraliser le plus possible les messages envoyés et éviter certaines méthodes d'animation en fonction des personnes présentes pour répondre à leurs besoins. Donc, on s'est vraiment placé dans le cadre de ce recueil de principes partagés qui, on le rappelle, a été co-rédigé avec des personnes concernées, des professionnels qui les accompagnent. On s'est vraiment placé dans une situation où il est obligatoire d'agir pour que le télétravail soit inclusif, en tout cas le plus inclusif possible, pour l'améliorer. Et nous espérons que ce recueil de principes partagés, construit donc avec les premiers concernés et organisé sous forme de fiches pour que la lecture soit peut-être plus simple aussi pour tout un chacun, puisse contribuer à faciliter cela. Je laisse peut-être la parole à Simon maintenant pour animer une autre séquence qui laisse la parole aux personnes qui ont contribué à la démarche. Donc, on avait 2 témoignages et on les remercie grandement aussi de s'être impliqués dans la démarche et d'accepter d'avoir témoigné lors de ce webinaire. Tout à fait, merci Laura. Donc, vous voulez effectivement conclure ce webinaire. A priori, on ne sera pas trop en retard. Avec vous, Jean-Rémy Tous, donc, de employeur, donc, côté employeur, donc pour LVMH. Et puis, Pauline Descours, donc, vous travaillez, quant à vous, donc, pour le Centre national d'information sur la surdité. Et vous avez tous les deux donc, participé de manière très active aux travaux. Donc, on voulait vraiment déjà vous dire merci et puis vous donner la parole aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que vous avez, vous, ressorti de ces travaux et puis surtout ce que vous en espérez pour la suite. Voilà. Pauline, est-ce que vous souhaitez commencer ? Eh bien, allez, je commence. Du coup, c'est parti. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pauline Descours, je suis une personne sourde et je travaille au Centre national d'information sur la surdité. J'étais très contente de participer aux différents travaux du coup de ce guide et j'ai notamment participé au sous-groupe en lien avec justement, alors j'ai noté tous mes petits listings, tout ce qui était forcément par rapport à la déficience auditive, les techniques qui pouvaient être mises en place et également comment configurer un environnement de télétravail approprié. Du coup, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces différents groupes, c'est que toutes les parties prenantes étaient présentes, c'est-à-dire les employeurs, les responsables RH, les personnes en situation de handicap elles-mêmes, des représentants associatifs, des représentants de structures. Donc, tous les points de vue étaient là et c'était vraiment une richesse dans la pluralité des discours. Il y avait des exemples très concrets et moi, de mon côté, j'ai fait remonter des exemples ou des problématiques qui étaient arrivées sur la plateforme d'écoute et d'information, du coup, de Surdit Info Service et des choses que moi, en tant que personne sourde, j'avais également remarquées pendant le premier confinement. Ça avait beaucoup de liens avec la communication, les aides techniques, la visio qui s'était développée, les risques d'isolement dont on a déjà parlé, etc. Et au final, j'ai trouvé qu'on a un rapport qui est quand même assez concret, qui est vraiment pratique. On n'est pas là juste en train de dire oui, le télétravail, c'est possible pour les personnes en situation de handicap. Non, on donne vraiment des liens. C'est vraiment concret vers des structures adaptées, vers qui on peut renvoyer, quelles aides financières sont mobilisables, etc. Donc, tout le monde s'y retrouve, les personnes en situation de handicap elles-mêmes et les personnes, les employeurs ou les différentes structures. Donc, voilà, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ce guide va pouvoir répondre aux besoins de nombreuses personnes et dans les prochaines années, peut-être on va l'enrichir. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. C'est vrai qu'on ne peut évidemment pas vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui en quelques minutes sur ce recueil de principes partagés, mais voilà, il est disponible à présent sur le site web et il y a énormément d'informations et, comme le disait Pauline, des liens en fait vers d'autres ressources. C'est plutôt envisager un document comme une porte d'entrée vers d'autres ressources plutôt que vraiment une somme d'informations en soi. Je pense que c'est un outil qui est à la fois une porte d'entrée puis quelque chose qui sera évolutif et on espère pouvoir peut-être progressivement y ajouter encore de nouvelles informations, de nouveaux liens pour que ça fasse vraiment un outil qui soit très pratique pour favoriser le télétravail pour les personnes en situation de handicap et puis les employeurs. Jean-Rémy, c'est à vous, Jean-Rémy Tous, donc vous travaillez pour LVMH et vous avez également participé aux travaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en avez ressorti et qu'est-ce que vous en espérez ? Alors, moi aussi, très, très heureux de participer à ce groupe de travail assez divers et riche. Et effectivement, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est un outil que pourront utiliser les employeurs. Les employeurs, ça a été dit en introduction, certains ont découvert le télétravail à l'aune de la pandémie, n'ont pas encore la maturité
sur le télétravail. Donc, aborder en plus le télétravail avec des personnes en situation de handicap, c'est aussi difficile pour eux. Donc, ce rapport va leur donner des outils concrets. Et on voit d'ailleurs que, vous l'avez dit en introduction, que beaucoup de choses sont liées non pas au handicap, mais d'abord à la situation de télétravail et qu'il y a beaucoup de choses communes et des risques qui sont liés à toutes les populations. Et effectivement, ensuite, la situation de handicap, et c'est ça l'intérêt du rapport, c'est qu'on a zoomé par type de handicap. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret qui va pouvoir être utilisé par les salariés eux-mêmes et la communauté, les employeurs, les managers, les médecins du travail. C'est quelque chose, aujourd'hui, le télétravail qui vraiment est au cœur des discussions dans les entreprises. Et notamment, il y a eu des questions là-dessus, hein, mais il y a effectivement, dans le cadre du handicap, beaucoup de questions avec le médecin du travail, des gens qui demandent, des employeurs qui sont réticents, bref, beaucoup de questions. Donc, ce rapport va apporter beaucoup, je pense, et moi, je suis très content qu'il soit publié. Voilà, il sera très utile. Merci beaucoup. On en arrive à 18h, 17h59. Pour conclure ce webinaire, sauf si je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions, Sarah, tu m'interromps. Hein. Il y a d'autres questions, mais qui sont liées aux interventions qui ont précédé, pas forcément celle-ci, voilà, avec des points plus techniques sur, par exemple, ouais, donc je ne sais pas si on a le temps d'y répondre ou si on se dit qu'on répondra, on les note. Compliqué. Ouais. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on puisse les prendre à ce moment-là, puis adresser à l'ensemble des participants ces questions avec des réponses qu'on pourra formuler sur ces questions. Et je vois d'ailleurs que vous êtes toutes et tous bienveillants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui répondent aux questions Oui. à notre place aussi. Donc, un grand merci pour ça. Et effectivement, comme le disait Simon au début, on pourra apporter des réponses après le webinaire si besoin de compléter nos informations. Du coup, Laurent, vous voulez peut-être conclure par quelques remerciements et puis peut-être donner aussi le lien vers le recueil de principes partagés. Oui, alors je vous ai posté il y a quelques secondes, voire minutes, dans le chat, mais je vous le remets. Donc, le recueil de principes partagés vient d'être publié. Il est accessible, disponible et téléchargeable sur notre article. Donc, le lien s'affiche dans le chat. Et on tenait vraiment à remercier toutes les personnes qui ont contribué, tant dans les ateliers collectifs qu'à l'occasion des entretiens individuels. On remercie aussi les membres du comité de pilotage qui se sont grandement investis. Nous avions Jean-Luc Almensa pour la direction générale de l'administration et de la fonction publique, Sophie Grabette pour le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Nous avions François Martinez de la GFIP, Caroline Mauvigné du FIPHFP, Nicolas Pazol de la CNSA et Bernard Roure de la DGEFP. Je suis désolée, je vous donne plein de noms, mais c'est important pour nous de les remercier. On a une pensée aussi très particulière pour nos anciens collègues Margarita Maestri et Victor Subsec, en espérant que le résultat final soit à la hauteur de leur investissement. On remercie aussi donc, tous les intervenants, intervenantes à ce webinaire, aussi Stéphane Barrère pour l'interprétation, l'équipe du Messageur qui a assuré aussi la transcription et l'enregistrement du webinaire, et bien sûr à vous toutes et tous qui ont participé, qui ont assisté, qui ont réagi et posé des questions. Ce n'est qu'un début. Les messages que l'on a voulu transmettre lors de ce webinaire, c'est maintenant à vous aussi de les porter. Donc, parcourez les documents, partagez-les, ouvrez le dialogue aussi au sein de vos structures et auprès de vos proches concernés. Et on espère vraiment sincèrement que ce webinaire vous aura plu et vous aura donné aussi envie de poursuivre cet engagement avec nous pour un télétravail plus inclusif. C'est tout de mon côté. Je ne sais pas si vous voulez compléter, mes collègues. Non, merci beaucoup, c'est tout. Merci vraiment à tous les intervenants de ce jour et à tous les participants. Voilà. Très bonne soirée. Je vois que les messages défilent dans le chat. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonne journée à tous, très bonne soirée. Et on sera aussi acteur de la diffusion de ce guide, de ce recueil. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt.